Bienvenue pour ces débats législatifs sur notre site internet. Aujourd'hui, cap sur la première circonscription du Tarn, un territoire de 114 000 habitants qui relie Albi et Castres, englobant une partie de ces deux villes majeures dans le département, mais un territoire qui couvre aussi et surtout l'est du Tarn, jusqu'au mont de la Conne. Alors nos invités vont tout de suite vous parler en quelques mots et à tour de rôle de cette terre tarnaise qu'ils veulent représenter à l'Assemblée nationale. 4 candidats pour ces élections législatives sur cette circonscription sont avec nous. Philippe Folliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député sortant, président de l'Alliance centriste. Vous vous présentez avec le soutien de La République en marche d'Emmanuel Macron. En quelques mots, comment définiriez-vous cette première circonscription du Tarn ? Écoutez, un territoire varié. Tout d'abord, avec cette anachronie liée au fait que Albi et Castres, pour partie, sont dans la même circonscription. Et c'est un élément qui caractérise ce territoire, mais aussi qui regroupe l'ensemble de l'Est du département. Et s'il y a un sujet qui est un élément particulièrement important, c'est celui de l'aménagement du territoire. Et ce département du Tarn, en fait, on l'a souvent opposé le nord et le sud, Albi et Castres, alors que la véritable fracture dans le département du Tarn aujourd'hui est une fracture ouest-est, avec un ouest du département qui bénéficie de l'attractivité de la métropole toulousaine et l'est du département qui mérite toute l'attention, j'allais dire, des politiques publiques pour être soutenu. Merci à vous. Elle portera les couleurs des Républicains, de l'UDI, de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Anne-Michèle Bianchi, bonjour. Bonjour. Comment qualifiez-vous cette partie du Tarn où vous êtes candidate ? Moi, au cours de mes différents déplacements, ce qui m'a frappé le plus, c'est le fossé grandissant entre le monde rural et le monde urbain, périurbain. Cette circonscription présente un potentiel touristique, environnemental et économique exceptionnel qui ne demande qu'à être exploité. Les Tarnaises et les Tarnais savent goûter des choses simples et vraies. Ce sont des femmes et des hommes au caractère bien trempé, mais qui savent toujours se montrer généreux et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on les entende. Merci à vous. Face à vous, Patrice Bédier, candidat socialiste. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous le décrivez, ce territoire où vous vous présentez également ? Alors, je dirais que c'est une circonscription qui est belle, qui est originale, vu son découpement, et qui est attachante. Ça a été rappelé, vous avez les deux villes principales, Albi, Castres, qu'on oppose souvent d'ailleurs, mais qui sont très attachées en fait, l'une à l'autre. Vous avez surtout ce qui fait sa spécificité de cette circonscription, c'est cette magnifique montagne, cette terre du Cidobre, les monts d'Alban, de la Conne, qui a souffert ces dernières années d'un isolement, d'un exode rural, et qu'il faut promouvoir, qu'il faut aider. Et c'est surtout une circonscription, je dirais, rurale et surtout attachée à la ruralité. C'est ce que je ressens profondément, avec beaucoup d'agriculteurs dévoués à leur travail, et qu'il faut aider et encore aider pour améliorer leur quotidien. Merci à vous. Enfin, le Front National également représenté sur ce plateau avec vous, Frédéric Cabrolier, bonjour. Bonjour. Même question qu'à nos autres invités. Votre regard sur ce territoire ? C'est une circonscription qu'on appelle aujourd'hui rurbaine, mi-rurale, mi-urbaine, avec deux pôles quasi équivalents, la Castres et Albi. Et sur la ruralité, c'est un peu comme partout. Il y a une désertification rurale qui est due essentiellement à une fermeture progressive des services publics. Et par rapport à ça, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas à la fois tenir un discours localement, comme le font mes trois adversaires ici, et être, comme ils le sont, des européistes forcenés, parce que le démantèlement programmé des services publics est inscrit dans la Constitution européenne qui a été votée en 2007. C'est l'article 348, je l'ai ici, et il y a la libéralisation inéluctable des services publics. Donc là, pour moi, il y a un double discours que je dénonce. Voilà. Merci à vous, Frédéric Cabrolier. Alors, avant de vous donner la parole, je précise que nous avions aussi invité la candidate de la France Insoumise, Tiniane Hadji, mais elle a décliné notre invitation, d'où ce siège vide aujourd'hui sur ce plateau. Alors, on revoit les résultats de la présidentielle sur cette première circonscription du Tarn, très serrée. Au premier tour, Emmanuel Macron avait obtenu quasiment 23% des voix. Deuxième, Marine Le Pen avec là aussi presque 22 points. François Fillon était arrivé troisième avec 19%, suivi de Jean-Luc Mélenchon, 18,7%. Et enfin, Benoît Hamon, pas même 6,5% pour le Parti socialiste. Au second tour de cette présidentielle, Emmanuel Macron
l'avait emporté sur Marine Le Pen sur cette première circonscription du Tarn avec 64,9% des voix. Allez, on ouvre le premier chapitre de ce débat. Député, pourquoi faire ? Alors, campagne nationale ou pas ? Est-ce que vous voulez œuvrer principalement à Paris, dans l'hémicycle, ou également de manière très concrète sur le territoire de votre circonscription ? Vous allez nous donner votre avis sur le rôle des députés et opposer vos arguments, parce qu'il s'agit ici d'un débat et non d'une série de professions de foi. On commence avec vous, Patrice Bédier. Député, pourquoi faire ? Écoutez, déjà pour essayer d'améliorer le quotidien des gens, je pense. Alors moi, j'ai une conception double du rôle de député. C'est que, effectivement, un député, c'est un législateur, c'est quelqu'un qui doit être présent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour modifier la loi, voter la loi, améliorer la loi. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit, à mon sens, outrepasser ses compétences et aller sur des sujets qui sont plus territoriaux, plus locaux, parce que moi, je crois en la notion de député territorial, c'est-à-dire quelqu'un qui aide son territoire, qui aide à l'accompagner, et j'ai envie de mettre aujourd'hui ma jeunesse, mon expérience au profit de ce territoire du Tarn pour l'aider à se développer. Anne-Michèle Bianchi, comment vous l'envisagez, vous, ce rôle du député ? Moi, je vais vous dire, pour moi, être député, c'est avant tout une mission et non un métier. C'est un mandat que nous confient les citoyens tous les 5 ans. Pourquoi faire ? Pour traduire en loi ou en texte législatif ce que veut la nation sur tous les plans économiques, social, environnemental et sociétal. C'est aussi porter la voix de nos électeurs, c'est comprendre leur indignation, leur colère, parfois même leur découragement, mais c'est toujours apporter une réponse à leurs attentes. Mais c'est aussi participer au débat sur des faits majeurs qui me tiennent à cœur, tels que la restauration de l'autorité publique, la justice, la sécurité et l'immigration, l'éducation, et notamment la favorisation de l'apprentissage, la santé, la famille, l'avenir. Donc des grands thèmes de débat nationaux et de société également. Philippe Folliot, ce rôle de député que vous avez déjà pratiqué, comment vous le définiriez ? Effectivement, un député, il a une double mission. C'est un législateur, il vote la loi à l'Assemblée. Et donc, dans ce cadre, il s'inscrit dans un schéma qui est un schéma d'être dans une majorité ou d'être dans une opposition. En ce qui me concerne, je suis candidat avec la volonté de faire de telle sorte que notre président de la République, Emmanuel Macron, ait une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, dans ce cadre, il y a un certain nombre d'engagements qui sont les siens au niveau des présidentielles et qui doivent se concrétiser au travers... faire appliquer le programme du candidat Emmanuel Macron à la présidentielle. C'est tout à fait cela. Et après, on pourra revenir peut-être sur différents points et éléments de ce Alors, au contraire, à programme. contrario de ça, est-ce que vous, ce serait jouer un rôle d'opposition ou de nuance, justement, face à ce programme, Frédéric Cabrolier, si vous étiez élu député Front National ? C'est clair qu'on risque de ne pas être malheureusement majoritaire. Donc on risque d'être dans l'opposition. Un député, c'est effectivement une double casquette. Ça vote la loi dans l'intérêt, je le rappelle, du peuple français. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. J'espère que ça sera le cas dans ce mandat. Et c'est aussi le représentant d'un territoire, comme ça a été dit. Et moi, je m'engage à faire un compte-rendu de mandat annuel. Bon, je sais que ça se fait aussi, ça a été fait par certains, de ce que j'ai fait de mon activité à l'Assemblée nationale. Je rendrai public l'utilisation de ma réserve parlementaire, parce que c'est toujours intéressant de voir comment un député utilise sa réserve parlementaire. Et puis, je regarderai comment est gaspillé, parce qu'il y a du gaspillage d'argent public, j'y suis sensible. J'ai découvert dans cette campagne que du comté de La Monté-Larrier, il y avait des salles municipales qui avaient été construites avec un coût de 5 000 à 10 000 euros par habitant, dans des villages de 50 habitants, des salles qui aujourd'hui sont inoccupées. Il y en a tous les 3-4 kilomètres. Donc voilà, des salles à 500 000 euros. Et puis je serai un député qui sera en conformité avec la loi, parce que je m'engage à ne faire que 2 mandats successifs. Je parle bien sûr de la loi sur la moralisation de la vie publique. La vie politique. Je voudrais juste dire 2 mots par rapport à ce qui est... Tout d'abord, moi, je me félicite que M. Cabrolier, s'il venait à être élu, finalement s'engage à faire ce que je fais, rendre compte de mon action,
faire de telle sorte Tout à que fait. la réserve parlementaire soit publiée, ce que j'ai fait, et même du reste bien avant que ceci soit rendu obligatoire, depuis 2002. Donc j'ai toujours rendu public l'utilisation de la réserve parlementaire. Par contre, par rapport aux éléments relatifs à ce que vous dites sur les différentes salles. Je crois qu'il y a un principe qui est un principe constitutionnel qui est celui de la libre administration des collectivités territoriales. Et un député n'a pas la tutelle sur les collectivités locales. Il peut le locales. dénoncer. Et il n'a pas de tutelle par rapport à cela. Et il appartient, j'allais dire, aux élus de prendre la responsabilité par rapport à cela. Et donc, on ne peut pas non plus être dans un cadre qui consiste à dénoncer un certain nombre de choses, comme vous l'avez fait tout à l'heure par rapport à l'Europe, et de notre côté, j'allais dire, quand des élus se battent pour faire de telle sorte qu'il puisse y avoir des possibilités pour les associations au niveau local, pour la population, de pouvoir profiter d'un certain nombre de services, même dans des petites communes comme la Montée-Larrier, eh bien, qu'ils puissent, on a bien compris, par rapport à cela, avoir la capacité de pouvoir avoir les mêmes outils, les mêmes moyens que ce qu'il peut y avoir en milieu urbain ou urbain. Oui, ça fait un peu beaucoup quand même. Rapidement sur la réserve parlementaire, moi je pense qui qu'il y fait a beaucoup débat actuellement. Mais qui figure aussi sur les programmes. Très franchement, elle est loi. assez opaque, quelle que soit la pratique de chacun. C'est souvent à la tête du client et c'est souvent les copains qu'on aide et pas les opposants. Moi, je termine juste, je ne vous ai pas coupé la parole. Je ne vous ai pas coupé la parole. Si on peut s'exprimer. Si je peux juste m'exprimer. Laissez terminer Patrice Bédier. Laissez terminer Patrice Bédier, je vous redonne la parole. Et Anne-Marie Bianchi, Michel Bianchi qui veut parler. Je vais juste m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit, à la fois par Philippe Folliot et par Frédéric Cabrolier. Vous posiez une question, vous disiez majorité-opposition. Vous disiez, Philippe Folliot, je serais dans la majorité. Frédéric Cabrolier disait, je serais dans l'opposition. Moi, je pense qu'il faut retenir ce qui s'est passé dans ce pays, quand même, ces derniers mois. Je pense que les Français ne veulent plus ni d'opposition stérile et partisane, ni de majorité qui n'écoute plus l'opposition. Je pense, et Emmanuel Macron, pour le coup, disait quelque chose d'assez intelligent, il disait « je veux des majorités de projet », et non des pas majorité-opposition, parti contre parti. Moi, ce que je souhaite, c'est d'aller à l'Assemblée nationale avec ma sensibilité. Je suis un homme de gauche, je ne l'ai jamais caché, en étant constructif. Oui, donc pas de dogme, si le projet je vous donne deux exemples. Je vous donne deux exemples très simples, pour comprendre. Lorsqu'Emmanuel Macron dit « je proposerai que dans les classes d'éducation prioritaire, il n'y ait pas plus de 12 élèves par classe. Qui je serai, moi, pour voter contre ça ? Évidemment que je voterai pour. Mais à l'inverse, lorsqu'il dit « je supprimerai 120 000 fonctionnaires », lorsqu'on est ami de la ruralité, tout le monde se dit ami de la ruralité sur ce plateau, et que vous supprimez 120 000 fonctionnaires, c'est toujours les services publics en milieu rural, et j'ajoute, c'est l'école en milieu rural qui est le plus souvent touchée. Et là, forcément, il faut avoir la liberté de s'opposer. Juste un mot par rapport à l'opposition. Je serai bien sûr dans l'opposition politique, mais comme à Albi, je ne serai pas forcément dans l'opposition systématique. Vous le savez, vous êtes à Albi-Joie comme moi, au conseil municipal, on vote la majorité des textes, mais on est quand même dans l'opposition municipale, et là, je serai dans l'opposition au gouvernement de Macron, et d'ailleurs, je pense qu'on sera la seule opposition à ce gouvernement. Anne-Michel Bianchi, votre parti parle aussi de partenariat, d'opposition constructive ou autre. Comment vous vous situez par rapport à ce débat ? Moi, je me bats pour être dans la majorité pour la France. Oui, l'objectif, c'est la majorité. L'objectif, c'est la majorité pour la France. Mais demain, si je suis dans l'opposition, je serai dans une opposition constructive et attentive. La France en a besoin aujourd'hui, selon vous ? Oui, tout à fait. Il faut avancer. Il faut avancer, tout à fait. Et je voudrais préciser que sur la réserve parlementaire, ça fait partie des 12 propositions sur la loi de la moralisation de la vie publique. Ils veulent supprimer la réserve parlementaire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire consensus, selon vous ? Oui, tout à fait. Cette réserve parlementaire, en ce qui me concerne, toutes les communes de la circonscription, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur orientation politique, ont bénéficié de la réserve parlementaire durant cette législature. Donc elle n'est pas versée qu'à des amis, comme l'a dit Patrice Bédier, ou plutôt des proches politiquement ? Si c'est la pratique d'un certain nombre d'élus socialistes, et donc... Je ne crois pas que c'est ce qu'il a voulu dire. C'est un constat, parce que c'est vrai que c'était le cas. C'est étonnant que vous avez gardé la vieille façon de faire la politique partisane. C'était le cas. Mais en tout état de cause, en ce qui me concerne, je n'ai pas fonctionné comme cela. Ensuite, l'autre point qui me paraît essentiel, c'est effectivement, quand on est dans la majorité, ça ne veut pas dire être godillot. Et que donc, dans ce cadre-là... on l'a vu ces dernières années, oui. Non, mais... Avec pas mal de frondeurs. Oui. C'est la notion de la pratique des uns ou des autres à voir, mais en ce qui me concerne, de toute manière, je serai toujours vigilant. Et je ferai de telle sorte qu'en ce qui me concerne, au niveau des textes qui seront proposés, parce que
je sais ce que vous Rapidement, allez me Philippe dire. Folliot, rapidement. Il n'y a pas de mandat impératif dans notre pays. Les élus, quand ils sont élus, certes, sur leurs idées, sur un programme, sur des convictions, mais en tout état de cause, il n'y a pas, comme dans certains pays, l'obligation de voter pour les textes proposés par le parti, je dirais, qui Oui, on a est bien dans la compris, il n'y a pas majorité. d'obligation. Le député n'est obligé de rien. Et donc, dans ce cadre-là, il y a Certes, une mais- liberté, et cette liberté, chacun pourra l'utiliser, comme je l'ai fait, de D'accord, manière on a bien tout à compris, fait Philippe Folliot. constructive, Patrice Bédier. quand j'étais dans la majorité, comme quand j'étais dans l'opposition. Patrice Bédier. Ce qui est assez dommage dans cette élection législative, c'est qu'on est en train de recréer ce qui a été fait pendant des années. C'est-à-dire que vous avez deux catégories de candidats aujourd'hui qui se présentent dans cette élection. Vous avez ceux qui rentrent en résistance contre tout ce que fera Emmanuel Macron dès son premier jour. Ma conviction, je ne suis pas du parti d'Emmanuel Macron, mais la conviction est qu'on ne peut pas miser sur l'échec d'un quinquennat aujourd'hui. Et vous avez les candidats En Marche. Il n'y en a pas sur notre circonscription. Personne n'a été investi et soutenu par Emmanuel Macron, contrairement à ce que vous avez dit au début de notre reportage. Oui, Mais enfin, c'est clairement je mets pas, non, mais, Philippe Folliot non, parce que je voulais enlever Philippe Folliot de son ce que soutien j'allais à dire. Macron, il C'était n'a pas de plus- candidat face c'était- à lui. Mais c'était plus pour enlever Philippe de ce que j'allais dire. D'accord. C'est-à-dire que les candidats En Marche, si vous voulez, doivent signer aujourd'hui une charte, vous ne me contredirez pas, une charte qui les contraint à voter pour l'ensemble des projets de loi Pour que en revenir déposera à le ce terme gouvernement. de godillot. Donc, donc. je trouve ça dommage parce que, mine de rien, ce qui faisait la richesse de la proposition d'Emmanuel Macron, je le disais tout à l'heure, c'était une majorité de projets. Dire, on met sur la table des projets et chacun arrive avec sa sensibilité Pour et conclure. on fait avancer. Là, Pour vous avez conclure des gens sur qui ce sont chapitre, contre- l'indépendance Non, du je voudrais député par rapport à répondre- son parti. Oui, je à voudrais Michel répondre Blanqui. à Patrice Bédier. Il a raison, c'est une démarche autocratique qu'on est en train de Donc construire. vous, député, si vous actuellement. étiez député LR, vous auriez votre part d'indépendance par rapport Oui, tout à à votre fait. étiquette politique et Oui. par rapport à votre Mais état-major. Dans une construction attentive, je serai bienveillante, je ferai attention, ça sera très constructif, oui. Mais je ferai très attention. Vous aurez votre libre arbitre. J'aurai mon libre arbitre. Et vous, dans un parti qui est quand même très verrouillé nationalement, Frédéric Cabrolier, Ah, j'ai toujours fait aujourd'hui, preuve- un député Front National, il pourrait avoir son indépendance de pensée, son libre arbitre Ouais, bien sûr, hein, de toute façon, bon, il n'y a pas que le par Front rapport National. à son état-major national, j'entends. On est soutenu aussi par le Rassemblement Bleu Marine. Il n'y a qu'à voir les députés que nous avions. Ils avaient une liberté de parole et de vote. Monsieur Maître Collard, on ne lui donne pas forcément Des des ordres instructions. comme ça. Moi, je suis réputé aussi pour avoir une certaine indépendance. Bon, après, c'est vrai que nous sommes un parti assez homogène. Contrairement à d'autres. Et nous avons une ligne directrice. Je m'inquiète également dans cette mandature des transferts de souveraineté parce qu'ils sont annoncés encore plus vers l'Europe de Bruxelles, notamment au niveau budgétaire. Hein. Ok. Tout le monde le sait. Merci à vous en tout cas pour avoir joué le jeu de ce débat sur le profil du député, son rôle, sa mission, à travers évidemment sa fonction dans l'hémicycle. On ouvre le second débat de cette émission avec une problématique plus locale. Nous l'avons intitulé Albi-Castres, si loin, si proche. Curieux redécoupage en 2010 finalement qui inclut dans cette circonscription une partie seulement de ces deux pôles urbains tarnais majeurs. Alors au fil du temps, on a déjà effleuré la question. Est-ce que l'est du département et Castres n'ont pas été oubliés? Est-ce que si l'autoroute Castres-Toulouse voit le jour, la cité du sud du Tarn finalement ne sera plus tournée que vers Toulouse et plus vers Albi? Vous avez la main sur ce débat qu'on ouvre avec vous. Anne-Michel Bianchi. Moi, je ne vois pas en quoi c'est curieux que de vouloir rattacher un périmètre de responsabilité à un pôle urbain reviendrait à contester l'autorité des maires de Castres et d'Albi. Pour ma part, j'estime que ce découpage apporte de la cohérence dans un ensemble électoral composé de citoyens, certes, aux modes de vie différents, mais aux préoccupations communes. S'il faut 2 députés au lieu d'un pour porter le projet de l'autoroute Castres-Toulouse, moi je n'y vois aucun inconvénient. Ce qui compte, c'est le résultat. Et puis le député aura une relation privilégiée avec les 2 maires d'Albi et Castres, mais également avec le président de l'agglomération. Patrice Bédier, sur cette question, ce chapitre, cette question d'aménagement du territoire aussi, qui est très importante. On l'a déjà effleuré avec Philippe Folliot en introduction. Je le disais tout à l'heure, ce sont 2 villes qu'on essaye d'opposer l'une à l'autre et qui, au contraire, sont très attachées l'une à l'autre. D'ailleurs, il y a un sujet qui est majeur. On parle souvent de Castres-Toulouse, j'y reviendrai, mais il y a le sujet de l'axe Albi-Castres,
qui est Eh un oui, sujet c'est majeur. pour ça. Et vous y êtes en plein dedans sur cette franchement, circonscription. Très franchement, quand on voit l'attraction que ces deux villes ont l'une envers l'autre, il est nécessaire aujourd'hui d'améliorer cet axe routier. Je pense à Réalmont. Ça fait, entre nous, on va se parler franchement, ça fait 20 ou 30 ans qu'on parle du contournement de Réalmont. On voit le nombre de poids lourds qui passent au centre-ville. Moi, je dis, je suis élu moi-même, on est pour la plupart ici élus, ça fait 30 ans. Moi, j'ai 34 ans, donc voilà, mais ça fait 30 ans que j'entends parler de ça. Un jour, on aura des problèmes sur cette route-là, et il faut les régler assez rapidement. Sur les sujets qu'on peut avoir en commun sur les deux villes, moi, je pense à un sujet qui émerge fortement depuis des années, c'est la désertification des centres-villes, qui est très présente à Castres, et très présente, moi je suis albigeois, très présente à Albi. Vous avez une politique qui doit être menée. Moi, je fais une proposition très simple, toute simple, c'est de dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un nombre de minimum, un plafond, de mètres carrés au sol de supermarchés à l'extérieur des villes. Vous avez trop de supermarchés ces dernières années. Et moi, je ne suis pas contre les supermarchés. Je dis qu'à un moment donné, il faut limiter. Vous avez, je donne un exemple sur la ville d'Albi. Le nombre de mètres carrés au sol de supermarchés est de 0,74. Au niveau national, il est de 1,56 à Albi. Il faut limiter maintenant cet étalement urbain, tant à Castres qu'à Albi. Et je pense qu'on retrouvera notre qualité de vie au centre-ville. Philippe Folliot, sur cette question du rapport Albi-Castres et d'aménagement du territoire, quelle est votre position, vos projets ? Je pense que Patrice Bédier vient de dire quelque chose de tout à fait vrai par rapport au fait que dans le département, ce qui est la colonne vertébrale et qui est l'axe Albi-Castres a toujours été oublié. Moi, j'avais regretté que le département investisse beaucoup, par exemple, sur la bretelle de Saint-Sulpice et qui va concerner un projet qui va être bidépartemental et qui ne va pas être au cœur des préoccupations du Tarn avec une quinzaine de millions d'euros mis sur ce projet, alors que si on les avait mis sur la déviation de Réalmont, je suis sûr qu'il saura convaincre donc le conseiller départemental titulaire à Thierry Carsenac, avec qui il a fait équipe au niveau des dernières élections départementales, pour essayer d'aller dans ce sens-là. Depuis 20 ans. Et c'est ce que j'ai toujours défendu dans ce cadre-là. Je crois que c'est un élément important. Je crois qu'il y a des sujets qui sont aussi des sujets essentiels. C'est celui de l'autoroute Castres-Toulouse. C'est un élément fondamental pour l'ensemble du département du Tarn. Quand il y a eu la création de l'axe de l'A68, tout le département se retrouver derrière les Albigeois pour supporter et soutenir donc ça, c'est l'outil majeur de désenclavement. Aujourd'hui, pour Castres-Toulouse, c'est un enjeu essentiel, comme il y a d'autres enjeux, qui est celui de l'aéroport de Castres-Mazamet. J'aimerais qu'on s'arrête sur cette autoroute Castres-Toulouse, qui est un enjeu effectivement d'aménagement du territoire, qui fait aussi pas mal de débats. Je peux peut-être parler allez-y. Tout le monde a parlé à part moi. Je reviendrai vers vous. S'il vous plaît. Sur cette autoroute-là, sous les mandats de M. Folliot, ça ne s'est pas fait. Du vivant de M. Fabre, ça ne s'est pas fait. Tout simplement parce que les financements ne sont pas là. Vous savez que l'aménagement du territoire, en grande partie, c'est la région, notamment la région Occitanie. Et la région, avec les transferts de compétences qu'elle a reçus, ne peut plus faire face à de nombreuses compétences. Donc nous avions défendu lors des régionales avec Louis Alliot, l'autoroute, parce qu'il faut qu'elle se fasse. Quand je vois le développement d'Albi suite à l'autoroute, le développement économique, il faut que cette autoroute se fasse. Et donc nous avions défendu l'idée d'une concession. Parce qu'autrement, elle ne se fera pas. C'est un peu l'Arlésienne. La concession, c'est trop cher. Autrement, c'est l'Arlésienne. On en parle à chaque fois. Elle ne se fait pas. Et je rappelle que du temps de M. Fabre, elle n'a pas réussi. Je veux dire une chose, parce qu'effectivement, tout à l'heure, je voulais parler des portes du Tarn. M. Folliot a bien fait d'en parler. Moi, j'étais candidat face à M. Bédier et M. Carsenac, et effectivement, j'ai été outré lors des dernières cantonales que ce projet qui est porté par le département soit fait en limite de la Haute-Garonne, tourné vers la Haute-Garonne, avec l'argent des Tarnais, alors qu'effectivement, avec cet axe Toulouse, Castres et Albi, on aurait pu développer au cœur du territoire rural un projet de développement économique comme celui-ci. Là, il y a eu des erreurs, et d'ailleurs, vous allez reprendre la place de M. Carsenac, et vous attend toute chaude. C'est pour ça que je vous appelle un apparatchik du Parti Socialiste, parce que de toute façon, si vous échouez à la députation, vous allez retrouver un poste au département. Voilà. C'est toujours savoureux de se faire traiter d'apparatchik par quelqu'un qui est candidat depuis 20 ans à absolument toutes les élections. Mais dans l'opposition, et qui cumule les mandats de conseil municipal
conseiller d'agglomération, conseiller régional. Un mandat de conseiller municipal, 2 ans. Bref, c'est pas grave. Moi, 2 je ans, ne suis conseiller pas dans municipal. l'invective. Sur l'autoroute Toulouse-Castres, c'est un sujet majeur aujourd'hui. C'est un sujet majeur et c'est un sujet qu'il ne faut pas louper dans les dernières années. Moi, je remarque une chose. Je remarque que, sans faire de la politique partisane, mais ce sujet avait bloqué et été bloqué pendant des années. Et alors, qu'est-ce qui peut le débloquer? et Pourquoi aujourd'hui- il ne voit pas le jour, alors, cette autoroute? Il commence à voir le jour. Vous avez Ouais. une enquête publique qui a été menée. François Hollande s'était lourdement engagé sur le sujet. C'est avancé. Je sais que Philippe Folliot se réjouit. Il est souvent critique envers le quinquennat de François Hollande. Là, au moins, cette majorité a fait avancer. A fait avancer. Lentement, mais on avance. On a avancé, on est d'accord. Alors, au risque de vous surprendre, et je sais que... Rapidement pour au risque de conclure, vous après je surprendre, donne la parole à Anne-Michel Bianchi. Bien que ce soit évidemment les gens de la majorité socialiste qui aient poussé cette autoroute, moi j'y suis extrêmement favorable, j'y vois quand même un problème, pour tout vous dire. Je pense qu'il faut pousser les pions, avancer très rapidement, je t'arrête, mais je pense qu'il faut qu'on regarde de très près cette question du prix, Eh oui. et cette question du péage à 15 € aller-retour. Pourquoi? Parce que si vous mettez un péage à 15 € aller-retour, eh bien personne ne la prendra. Et si personne ne la prend, vous serez en déséquilibre financier sur l'autoroute, et surtout... Personne aujourd'hui sait quel sera le prix et le montant du péage. Oui, mais Et il faut je- peut-être ce s'y que- intéresser non, avant. mais ce- Faut ce- peut-être ce qui- attendez, excusez-moi, non mais juste mais parce non, que mais Anne-Michel c'est un Bianchi élément- ne s'est pas exprimé c'est un là-dessus. élément- Attendez, un élément attendez. de Moi, je détail, s'il vous plaît, un Philippe élément Folliot. de Moi, je voudrais- détail, S'il vous mais plaît, qui est Philippe très Folliot. important. On y C'est revient, qu'au s'il vous plaît. kilomètre, Anne-Michel Bianchi ne s'est pas Castres-Toulouse ne exprimé. coûtera pas plus cher On y qu'Agen, revient. Toulouse ou que Philippe Carcassonne. Folliot, allez-y, Toulouse. Anne-Michel Bianchi. Alors moi je voudrais dire que bien entendu je suis pour le projet Castres-Toulouse. Je voudrais préciser aussi que Albi et Castres sont deux municipalités qui sont complémentaires, qui sont des alliés et qui travaillent main dans la main. Donc pas de rivalité. Pas de rivalité. Et puis demain, si l'autoroute Castres-Toulouse voit le jour, je ne vois pas pourquoi la Cité du Sud ne se tournerait plus Vers vers Albi. Albi. Au contraire, cela va tisser un lien entre un tourisme historique et culturel avec la cité épiscopale classée au patrimoine de l'UNESCO et un tourisme vert grâce à la beauté des paysages, des terres d'oc et des duos d'Adou. Juste un mot, si vous permettez. Tout ça pose quand même le problème plus général de l'aménagement du territoire, et j'en ai parlé des compétences à quelles collectivités sont octroyées. Nous défendons le fait que c'est à l'État de reprendre la main sur l'aménagement du territoire, parce qu'on a affaire souvent à des féodalités. Et il faut utiliser le fait, et vous le savez, que le Tarn aujourd'hui est au cœur de la nouvelle région. Et même Carole Delga, Madame Delga, a parlé d'un axe Toulouse, Castres, Mazamet, Béziers, qui serait d'ailleurs central sur cette région. Donc c'est le moment, je pense, sur ce nouveau mandat, d'utiliser cette volonté apparemment affichée de la région et de nous tous ici, et pour enfin réaliser cet axe qui, je le répète, Bon, en mais ça termes de fait développement consensus. économique est indispensable. J'ai fait la Avec un consensus, et c'est très heureux parce que c'est dommage que Patrice Bédier ait oublié de voter la motion favorable à l'autoroute au conseil municipal non, d'Albi, non. puisqu'il s'est abstenu. Ah non, mais je précise. On navigue beaucoup d'une collectivité à et l'autre. donc, dans ce Du cadre-là, département à la aujourd'hui, mairie. ça fait consensus et c'est un élément positif. Je vais préciser, parce que Et je nous sais sommes Rapidement, très pour heureux. qu'on on arrive à la conclusion. Non. Le vœu qui avait été proposé à la mairie d'Albi, c'était l'autoroute concédée avec un péage à 15 € tel qu'il est proposé dans le projet. Je me suis prononcé pour l'autoroute à mon entreprise, et il le sait très bien, Philippe Folliot. Bon, ne faisons pas de très politique bien. politicienne. Mais non, c'est pas Par la contre, politique je veux qu'on politicienne. revoie le prix de 15 € aller-retour. On Ne a bien faisons pas de compris. politique. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir débattu avec ferveur et argument sur cette problématique locale d'aménagement du territoire. On arrive à la conclusion de ce débat qui concerne toujours la première circonscription du Tarn, peut-être la vôtre, internaute qui nous regardez. On revoit la carte de ce territoire qui couvre l'est du département et qui englobe, on vient d'en parler, l'axe Albi-Castres. En guise de question finale, quelle serait votre priorité si vous étiez élu député? Frédéric Cabrolier. Écoutez, encore une fois, je pense qu'on va s'opposer avec notre groupe à l'Assemblée nationale au nouveau transfert de compétences vers l'Europe. C'est quand même ça, la perte de souveraineté. La souveraineté, elle ne se partage pas. Soit vous êtes souverain, libre, soit vous ne l'êtes pas. Et là, Emmanuel Macron ne s'est pas caché pendant la campagne électorale, ne l'a pas caché. Il souhaite un budget européen avec un ministre des Finances européen et demain un impôt européen. Donc ça, c'est une des priorités. Nous serons l'avocat du peuple français, et il y a une autre chose aussi qui me tient à Rapidement. cœur.
c'est par rapport à malheureusement ce qui va nous toucher, c'est tout ce qui touche au terrorisme. Et c'était venu lors du dernier mandat devant les deux chambres avec M. Hollande qui avait parlé de déchéance de la nationalité française. Nous soutiendrons, si ça revient, pour des Français qui tournent leurs armes contre leurs compatriotes. On a bien compris, la sécurité nous soutiendrons au cœur, la déchéance et de la nationalité. Remettez le débat sur la déchéance de nationalité sur la place publique pour en discuter. Elle va revenir. Philippe, C'est très fort de remettre le débat quand même. Oui. C'est très... Philippe On le Folliot, remettra volontiers. votre priorité en 30 secondes si vous étiez réélu député. Écoutez, tout d'abord, c'est poursuivre le travail de présence sur le terrain, comme je l'ai fait sous le précédent mandat, avec Muriel Roch-Etienne, ma suppléante, et qui aura vocation à jouer un rôle prépondérant à mes côtés dans le cadre de ce mandat. Ensuite, une fois à l'Assemblée nationale, le premier rendez-vous important, c'est la question de confiance posée par le gouvernement et le Premier ministre. Donc, en ce qui me concerne, je voterai la question de confiance que proposera Édouard Philippe. Parce que je crois que c'est un élément important pour notre pays que d'avoir un gouvernement qui rassemble un certain nombre de personnes issues de la société civile, issues de la gauche, de la droite et du centre, dans un objectif qui est un objectif de rassemblement pour redresser le pays. Et dans ce cadre, il est essentiel d'avoir une majorité pour soutenir le président de la République et le gouvernement. Merci à vous. Non, s'il vous plaît, Frédéric Cabrolier, on ne relance pas le débat, c'est la conclusion. Merci, vous aviez 30 secondes chacun. C'était la règle du jeu. On enchaîne. Mais attendez, vous êtes deux encore. Je ne vous couperai pas la conclusion. Ne vous inquiétez pas, Patrice Bédier. Anne-Michèle Bianchi, à vous en 30 secondes. Si vous étiez élu député, quelle serait votre priorité ? Alors, moi, j'ai 2 axes prioritaires. Sur le plan national, ça serait la relance de la politique familiale, qui a été sacrément malmenée sous le précédent quinquennat. Donc, redonner du pouvoir d'achat aux familles et aux classes moyennes, avec l'universalité des allocations familiales, remonter le quotient familial à son plafond de 2012. Et après, au plan local, je voudrais le développement économique en milieu rural. Je voudrais que les hautes terres d'Oc et le Haut-Dadou entrent enfin dans le 21e siècle. Parce qu'on parle d'autoroutes, mais moi je voudrais qu'on développe les autoroutes de l'information. En clair, c'est le haut débit pour tout le monde et plus de zones blanches. Pour développer l'économie et la télémédecine, le télétravail, voilà. On a bien compris, vaincre la fracture numérique. Merci à vous. Et puis Patrice Bédier, donc que je n'ai pas oublié pour sa conclusion. Quelle serait votre priorité si vous étiez élu député, Patrice Bédier ? Non, plus sérieusement, moi je pense qu'il faut aussi des députés qui aillent à l'Assemblée nationale pour murmurer à l'oreille gauche du président de la République. Il a tendance en ce moment à beaucoup écouter l'oreille droite. Et lorsqu'il dit et droite et gauche, je pense qu'il faut aussi des gens qui... Et sur cette question-là, fondamentale, moi le projet que je souhaite mener, et je suis assez choqué, pour tout vous dire, qu'il n'ait pas été porté dans cette campagne présidentielle. Je mets même mon parti à l'intérieur. C'est le projet, la dépendance et l'autonomie. On va vers une société aujourd'hui du vieillissement de la population, et c'est tant mieux. On va vers une société où parfois on va vieillir, pas forcément en bonne santé, de manière dépendante. Et je souhaite qu'il y ait une 5e branche qui prenne de la sécurité sociale, qui prenne en charge les frais afférents à la perte d'autonomie. Je pense que ce sera un projet fondamental pour l'avenir de notre pays. Merci à vous 4 d'avoir accepté de ce débat. Je rappelle que ce sont en tout 13 candidats qui se présentent sur cette circonscription. On voit leur nom apparaître à l'antenne, avec notamment Tininan Hadji, que nous avions invité pour la France Insoumise et qui a décliné notre invitation. Voici donc les 13 candidats de cette première circonscription du Tarn qui apparaissent à l'écran pour pouvoir vous éclairer, vous, internautes, éventuels électeurs, sur cette circonscription. Bonne fin de campagne à tous, une campagne que vous pouvez évidemment continuer à suivre sur notre site internet, mais aussi dans nos éditions régionaux et évidemment sur Dimanche en politique. Et puis évidemment, on se retrouve pour les temps forts et tous les résultats les 11 et 18 juin prochains sur l'antenne de France 3. À bientôt.